Bonjour et bienvenue dans Le Petit Plus, le podcast qui met en lumière des entrepreneurs passionnés à travers toute la France. Je suis Laura des clubs d'affaires Protéines et j'ai à cœur de vous faire découvrir les parcours des invités que je reçois. Nous allons partir à la rencontre de ces différents profils pour qu'ils nous dévoilent les coulisses de leur quotidien et surtout la vraie vie d'un entrepreneur. Avec Le Petit Plus, apprenez-en plus sur des métiers divers et variés, tout en partageant avec nous un moment convivial. Que vous soyez déjà entrepreneur ou simplement curieux d'en savoir plus, mes invités vont vous étonner en vous racontant leurs anecdotes sans filtre sur ce milieu qu'est l'entrepreneuriat. Installez-vous confortablement, Le Petit Plus, ça démarre maintenant. Bonjour Anaïs, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Bonjour Laura, enchantée également, merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Anaïs Bove, je suis avocate spécialisée en propriété intellectuelle et droit des affaires internationales, inscrite au barreau de Luxembourg, Marseille et Californie tout récemment. Voilà, je suis aussi traductrice assermentée en japonais. C'est pour ça que j'ai encore de fortes relations avec le Japon. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir avocate ? Alors au départ, je voulais pas du tout faire droit. Ah oui. Je voulais plutôt faire médecine. Ah oui, rien à voir du coup. Mais au final, quand j'ai commencé ma première année de droit, dès le premier cours, j'ai adoré parce que j'ai trouvé que c'était très collé à la réalité. C'était vraiment la vie du quotidien et je me suis dit que c'était très intéressant. Et au final, en première année, j'ai décidé de devenir avocate. Voilà. Je m'intéressais aussi beaucoup à la propriété intellectuelle, au domaine artistique et musical, et du coup, je me suis dit que c'était un bon mix entre Oui. le droit de propriété intellectuelle et ce domaine. Et justement, comment ça se passe en tant qu'avocate ? Est-ce que tu dois obligatoirement te spécialiser dans un droit en particulier ou... Alors, non, en fait, les examens sont généraux. C'est pas comme en médecine où il y a vraiment, après les 7 ans, il y a la spécialisation. Et donc, soit on est généraliste, soit après on devient spécialiste. Et on peut exercer que dans une spécialité. Si par exemple on est ophtalmologue, on peut pas être dermatologue aussi. Sinon c'est un peu compliqué. Par contre, pour les avocats, une fois qu'on est diplômé, on est censé pouvoir exercer dans toutes les matières. Le fait est que la plupart du temps, on a fait de toute façon, on est obligé d'avoir fait un master 1 qui est déjà un peu spécialisé, après le master 2 qui est encore plus spécialisé. Et du coup, c'est vrai que la plupart des confrères décident d'exercer dans un domaine particulier, un ou plusieurs. Alors au début, quand on se lance, je pense qu'on a tendance à être un peu plus généraliste. Et puis petit à petit, en fonction de la clientèle, en fonction des opportunités, on se spécialise. Et du coup, pourquoi toi, tu as choisi justement... Enfin, est-ce que toi, tu as choisi la propriété intellectuelle ou c'est venu à toi par des opportunités ? Non, moi, ça a toujours été une matière que j'ai voulu faire. Donc à partir du moment où j'ai été diplômée, je m'étais spécialisée déjà à l'université et à partir du moment où j'ai été diplômée, j'ai postulé exclusivement dans cette matière. Et j'ai été prise dans un cabinet d'affaires à Tokyo. Et c'est là que c'était en 2007, et c'est là que j'ai commencé mon premier poste en fait en tant que juriste en propriété intellectuelle. Et de là, ça a découlé... Bah, justement, j'ai vu que tu étais membre des barreaux de Marseille, du Luxembourg, de Californie. Est-ce que c'est une passion du coup, l'étranger, les voyages? Comment ça se fait que tu aies tous ces barreaux justement? Moi, j'ai toujours été effectivement attirée par l'international, en particulier par le Japon, puisque j'ai déjà petite, j'adorais. Ensuite, j'ai commencé à apprendre le japonais en autodidacte quand j'avais 11 ans. J'ai eu des correspondantes japonaises. Après, j'ai eu l'occasion de partir en vacances au Japon pendant l'été. Et ensuite, j'ai décidé de faire ma 3e et 5e année de droit à Tokyo, dans une université, à Chuo University. Et ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats pendant une année. Après, c'est vrai que
bon, j'avais pas le diplôme d'avocat quand j'étais à Tokyo, et donc il fallait que je passe ce diplôme, mais j'avais pas forcément envie de retourner en France. Et j'ai choisi Luxembourg parce que bon, c'était dans l'Union européenne, c'est un pays assez international, et c'était une très bonne chose. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en revenant de Tokyo, j'ai passé le barreau de Luxembourg, et j'ai eu quelques expériences en cabinet d'avocat, en banque japonaise, et ensuite je me suis installée en 2012. Super. Du coup, est-ce que parler de nombreuses langues, ça t'a aidé dans ton parcours? Est-ce que ça t'a peut-être ouvert d'autres portes que tu imaginais pas au début? Alors le fait de parler japonais, ça m'a permis d'obtenir ce poste à Tokyo. Euh, Après, au Luxembourg, ça ne m'a pas forcément beaucoup aidé dans les différents cabinets d'avocats où j'étais, puisque en fait le français ou l'anglais suffisent à peu près, pas forcément le japonais. Mais c'est vrai que après, en m'installant à mon compte, oui, ça me sert. Le japonais, même l'anglais me sert beaucoup, puisque j'ai des clients qui ne sont pas forcément francophones. Voilà, des clients japonais, des clients anglophones, et puis aussi je fais des traductions assermentées en japonais. Donc voilà, dans ce sens-là, c'est assez utile. Après, moi, au départ, j'ai jamais voulu apprendre le japonais pour le business, hein. C'était Oui. c'était uniquement c'était uniquement parce que ça me plaisait, et c'est tout. Ça allait pas plus loin. Qu'est-ce qui t'a attiré justement dans cette culture japonaise? J'aimais beaucoup l'architecture, leur façon de penser. J'aimais beaucoup les arts martiaux. J'aime bien leur côté zen, respectueux. Voilà, tous ces côtés-là, bon, qui sont censés exister en Occident aussi, mais qui sont parfois oubliés. C'est vrai. Et du coup, comment ça se passe, une journée, en tant qu'avocate? Si tu devais nous raconter une journée, dans ta peau, à quoi elle ressemblerait cette journée? Alors, tout dépend du type de dossier. Si, OK. si on a par exemple un dossier contentieux, ça veut dire au tribunal. Alors là, la journée peut commencer par une audience au tribunal. Ça peut être une plaidoirie, ou ça peut être simplement, on appelle ça une audience de mise en état. Ça veut dire qu'on va simplement expliquer ce qu'on souhaite dans le dossier. Est-ce qu'on doit encore écrire, conclure, ou est-ce qu'on demande la clôture du dossier parce que tout a été dit. Ensuite, on a des rendez-vous avec des clients. Alors, soit en présentiel, soit maintenant en dématérialisé, en visio ou même par téléphone. Ensuite, on doit, même si on a des dossiers contentieux, on doit rédiger, donc soit des conclusions, euh, soit des courriers classiques. Et puis, s'il s'agit de dossiers en droit des affaires, conseil, alors on rédige des avis juridiques, on fait des recherches, pour rédiger des contrats. Voilà, voilà. C'est deux types d'activités différentes. Oui, donc tout dépend des dossiers finalement que tu as, quoi. Oui, oui, voilà, voilà. Mais c'est assez varié, c'est ça qui est bien. C'est jamais, chaque journée est différente. Oui et puis selon les besoins de tes clients, ils sont jamais les mêmes finalement. Oui. Et est-ce que du coup, tu travailles au sein de ton cabinet maintenant? Est-ce que tu peux nous raconter justement un peu, par rapport à ton cabinet, comment ça se passe? Oui, en fait, j'ai un cabinet à Luxembourg, celui que j'ai ouvert en 2012. Et ensuite, en 2017, j'ai décidé de m'inscrire au barreau de Marseille, parce que je suis originaire de la région et j'avais envie de revenir un petit peu plus, même en France en général. Donc là, j'ai toujours ces deux cabinets. Pour la Californie, c'est vrai que bon, là c'est assez récent, et puis je me déplace pas forcément très régulièrement, mais c'est surtout entre Luxembourg et Marseille où voilà, je fais des allers-retours, et je garde mes deux activités voilà, dans les deux pays. Je travaille évidemment de façon dématérialisée. Quand je suis à Marseille, je peux aussi traiter des dossiers luxembourgeois et vice versa.
À Marseille, voilà, je n'ai pas d'associé, mais à Luxembourg, je suis en cours d'association avec une consoeur. Est-ce que c'est courant de s'associer dans le monde des avocats ou comment ça se passe justement dans cette partie-là? Alors en fait, quand j'avais regardé les statistiques, à Paris, c'était quand même une grande majorité d'avocats individuels. Oui. On a l'impression que tout le monde s'associe, mais au final, c'était pas le cas. Au Luxembourg, il y a beaucoup plus de confrères qui s'associent automatiquement. Tout dépend de la vision qu'on a de la profession, hein. Il y a des confrères qui sont très bien tout seuls pendant toute leur carrière, et il y en a d'autres qui s'associent immédiatement et qui se voient pas exercer la profession sans s'associer. Moi, au départ, je voulais m'associer, mais je n'ai pas trouvé, on va dire, de confrères avec qui le faire et avec qui je m'entendais bien, parce qu'il faut quand même une certaine alchimie, sinon, à mon avis, ça peut pas fonctionner. Une même vision et ouais, voilà, une alchimie. Et là, au Luxembourg, bah voilà, j'ai une consoeur avec qui je m'entends très bien depuis de nombreuses années, et enfin, l'occasion d'en discuter, et voilà, on a pris cette décision. Avant, elle était associée avec une autre consoeur, et on va dire comme cette consoeur-là est partie, il y a eu une place pour moi. Donc C'est ça, voilà, ça s'est libéré ça s'est libéré. et du coup, quels sont les avantages d'une association? Est-ce que c'est justement le fait de profiter d'être plusieurs, de pouvoir échanger, entre vous? Ah, en fait, je pense effectivement que le grand avantage, et je le vois parce que j'ai exercé longtemps à titre individuel, c'est de pouvoir échanger juridiquement, mais aussi sur le quotidien. C'est Je pense qu'on peut plus facilement se motiver que quand on est seul. Quand on est seul, on peut se téléphoner, on peut se voir de temps en temps, mais c'est quand même pas la même chose. Et puis aussi une seconde partie, c'est par rapport aux clients. On peut se répartir les tâches en disant, ben voilà, toi tu es plus spécialisé dans telle matière, moi plus dans telle matière, et du coup on peut se présenter tel quel aux clients. Surtout en fait pour obtenir, je dirais, des plus gros dossiers, avec des plus gros clients. Pour des TPE ou des clients individuels particuliers, je pense qu'être associé ou pas, ça n'a pas forcément de grande importance. Par contre, après, pour des plus gros dossiers, même des levées de fonds par exemple, là il faut quand même une petite équipe. Et par rapport aux clients, je pense qu'on est un petit peu plus crédible d'être au moins à deux associés. Voilà. Et au moins, on peut aussi se soutenir, se remplacer éventuellement. Moi, je vois comme ça. Est-ce que c'est pas dur justement quand tu es toute seule, des fois parce que, bah, ça peut être compliqué? Est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés au cours de ta carrière? Oui, parfois, quand des clients potentiels me disent: «Alors, vous êtes combien dans votre cabinet? Vous avez combien Moi, d'associés?» juste moi. Non. C'est c'est surtout dans ces moments-là que c'est un peu délicat. Après, parfois, on a un manque de motivation aussi. Et puis voilà, comme je disais, pour des plus gros dossiers, oui, ça peut être un peu compliqué de se présenter seul. Je pense que oui, parfois ça manque un peu. Et justement, est-ce que le monde des avocats, c'est pas concurrentiel un peu? Oui, c'est concurrentiel. Après, je dirais comme toutes les professions. Bon, alors après, par exemple, chez les notaires, il y a moins de concurrence parce que forcément ils sont moins nombreux. Les honoraires sont fixes, c'est tarifé. Donc il n'y a pas tellement de discussion. Bon, sauf dans certains cas, oui, il y a une marge de liberté, mais enfin, ils s'entendent à peu près sur des honoraires similaires. Alors que chez les avocats, c'est vrai je pense qu'il y a de plus en plus d'avocats, et il y a certains peut-être jeunes confrères qui se bradent un peu. Il y a les legal tech, etc. Donc qui proposent des honoraires moins importants. Mais ça, c'est un peu, je dirais, dans beaucoup de professions, ça se retrouve, hein. Avec Uber, par exemple, les chauffeurs de taxi étaient énervés au départ. Il y a une volonté comme ça de faire du low cost, je trouve, un peu partout, Oui, avec les compagnies aériennes, etc. Mais après, bon, ça dépend du service qu'on veut, hein. C'est toujours pareil. c'est ça. Mais il faut pas non plus se brader quoi, parce que ça a quand même de la valeur quoi, le travail. Oui, 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 tous les tarifs sont possibles,
Mais après, la qualité va être va forcément être la même. C'est ça, exactement. Et quelles sont les qualités que, selon toi, un avocat doit avoir pour exercer la profession? Alors du sérieux, bon, professionnalisme évidemment, être bien organisé, ça c'est très important je pense, parce qu'on a énormément de dossiers qui sont en cours, ça va dans tous les sens. On a des mails toute la journée, on a des coups de téléphone, des rendez-vous, et cetera, et des délais aussi à respecter qui sont stricts. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très bien organisé, dynamique, savoir se réinventer si nécessaire, parce qu'il peut y avoir certaines matières qui deviennent voilà moins lucratives suite à des réformes. Par exemple, en droit social, il y a des confrères qui en ont un peu souffert parce que forcément, quand ils défendaient des salariés en France, hein, et que les indemnités étaient très, très fortement réduites suite à la loi Macron, ben voilà, c'est pas les ordonnances Macron. Forcément, l'activité a baissé. Et puis avoir de l'empathie aussi, bien comprendre, bien savoir se mettre à la place du client, qui n'est pas forcément juriste, évidemment, Oui. qui ne comprend pas forcément le droit, et essayer de retranscrire ce qu'il souhaite correctement. Voilà, bien comprendre ses besoins. Oui, oui, parce que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'y connaît rien en droit. Les termes, ils paraissent toujours, compliqués. Il faut savoir, justement peut-être expliquer de façon, simple les choses. Oui, oui, oui. Et leur dire, et les mettre en garde quand il y a quelque chose qui peut être assez grave ou pas. Voilà. Et est-ce qu'il faut toujours rester, je suppose, au courant de l'actualité? Parce que comme tu dis, bah, il y a, les actualités, les nouvelles lois, il faut tout le temps être, au courant de ce qui se passe, de ce qui va être, promulgué ou Oui, effectivement, surtout en France, c'est assez dense l'activité. Donc, non, mais c'est vrai que, bah, par exemple, quand je me suis réinscrite au barreau de Marseille en 2017, il y avait déjà eu, ouais, une réforme en procédure, puis il y en a eu plusieurs en fait qui ont suivi. Donc à chaque fois, on a l'impression qu'on est à jour, mais non, chaque année ça change. Enfin, chaque année, même plus que ça. Au Luxembourg, c'est beaucoup plus stable. Il y a beaucoup moins de réformes, donc. Et je trouve il y a une certaine sécurité juridique comme ça. Alors qu'en France, je pense qu'il y a un peu trop de changements. et en quoi la notion de réseau est-elle importante dans ce métier? Bah, déjà pour se faire connaître. Voilà. Enfin, il y a le réseau, il y a deux types de réseaux à mon avis. Le réseau avec des personnes qui ne sont pas avocats et le réseau entre avocats. Donc avec des personnes qui ne sont pas avocats, bah déjà pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir échanger aussi enfin, pour s'enrichir intellectuellement, tout simplement. Et puis avec des confrères parce que on peut se renvoyer des dossiers en fonction de nos spécialités. C'est ça. Mm. Ça fait un peu le bouche à oreille entre, entre confrères, consoeurs. Oui, exactement. Et, et justement, en fait, en parlant de réseau, moi, par exemple, je travaille avec des avocats partenaires à Paris, donc de enfin maintenant trois associés, notamment pour des dossiers de levée de fonds. Donc il s'agit de jeunes entrepreneurs, de start-up qui lancent leur activité, qui ont besoin de financement. Et voilà, donc typiquement dans ce genre de dossier, on peut pas être tout seul. Il y a Oui. la partie enfin, droit des sociétés, avec plus précisément voilà, tout ce qui concerne la levée de fonds. Enfin, il faut déjà préparer la structure, la start-up, la société, ensuite la levée de fonds, et puis il y a toute la partie propriété intellectuelle, droit social aussi parfois. Oui, donc dans ce cas-là, c'est bien de pouvoir s'associer pour, Exactement, pour pouvoir se répartir les tâches. Mais déjà, il y a beaucoup à faire et en plus, on peut pas tout connaître, tout savoir. Comme on le disait tout à l'heure, il y a énormément de réformes tout le temps. Donc, on peut pas se mettre à jour dans toutes les matières à la fois. On n'a que 24 heures, donc c'est ça, voilà, sinon, il faudrait y passer la journée. c'est ça. Oui. Oui, donc c'est bien de pouvoir justement profiter des visions de chacun et des spécialités de chacun, Oui. dans ce cas-là, quoi.
Du coup, maintenant, on va passer à la partie le petit plus. Du coup, je vais te poser des questions et je veux que tu me répondes, le plus spontanément possible. Si je te demande un échec et une leçon que tu en as tirée? Euh, alors, je n'aime pas parler des échecs. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est vrai que j'essaye de les oublier parce que je suis quelqu'un d'assez optimiste et je ne veux pas rester sur une mauvaise expérience. En tout cas, bah, quand voilà, j'avais plutôt envie de faire des études scientifiques. Tout à l'heure, j'en ai parlé, enfin voilà, médecine ou en tout cas prépa scientifique. Au final, j'ai fait droit, ce qui bon, peut-être un peu rien à voir a priori, mais enfin, je regrette pas du tout. Donc voilà, je pense que c'était un mal pour un bien. Et enfin, je pense qu'en droit, il y a quand même une certaine logique qu'on retrouve en sciences, avec justement, enfin, le raisonnement juridique qui est un peu similaire au raisonnement mathématique, avec la règle, enfin, les faits, la règle et l'application de la règle aux faits. Voilà. Ce qui change après, c'est la jurisprudence. Et bon, voilà, c'est tout ces, oui. Oui, mais il y a une certaine logique que tu retrouves un peu en sciences aussi. Mm. Voilà, voilà. Je pense que tout à l'heure je l'ai pas dit, mais je pense qu'être logique, ça fait partie des qualités qu'un avocat doit avoir. Oui. Un mantra ou une citation qui te guide au quotidien? Le business appelle le business. Ce qui signifie que au plus on est optimiste, au plus on montre, déjà, on se persuade soi-même et on montre aux autres que tout va bien. Voilà, au niveau du business, au plus ça attirera encore plus de business. Voilà. Le plus égale plus, quoi. Le plus égale plus. Oui, 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 oui. La première chose que tu fais en arrivant au travail le matin? Je regarde mes mails, ce qui n'est pas une bonne chose forcément, parce que parce qu'en fait, le problème c'est qu'on a une to-do list et Oui. on se dit ah, tiens demain matin je commence par ça et au final on regarde les mails qui nous perturbent parce que on se dit ah ben finalement je vais traiter ça et ça et donc au final ce qu'on voulait faire le matin il sera peut-être même pas fait de la journée, c'est ça le problème. Mais bon, il faut bien regarder les mails, hein, je sais pas. J'ai pas encore trouvé la bonne méthode. Il faut les regarder à un moment donné de toute façon, donc Et j'écoute de la musique aussi quand je travaille souvent. ça aide à te concentrer. Je sais pas si ça m'aide à me concentrer, mais ça me détend. La dernière chose que tu fais avant de partir du travail? Je fais le récapitulatif de ce que j'ai accompli dans la journée et de ce que je dois faire le lendemain. Ta propre définition d'entrepreneur? Se lancer avec dynamisme dans une activité qui nous tient à cœur, tout en gardant les pieds sur terre. Et pour finir, le petit plus, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu t'es lancé et que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui se lance? Je je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants en droit qui n'ont pas conscience des efforts à fournir dans la profession d'avocat et qui après, une fois qu'ils passent le diplôme et qu'ils commencent à travailler, se rendent compte que c'était pas forcément ce qu'ils souhaitaient. Parce que c'est une profession qui est très exigeante. On ne doit pas compter ses heures, on doit être assez dévoué au travail, assez dévoué aux clients. Comme on disait tout à l'heure, il faut se mettre à jour aussi. C'est un peu, je dirais, c'est un peu comme les médecins. La priorité, c'est la qualité du travail. Ce n'est pas finir à 16 heures ou à 17 heures parce qu'on n'a plus envie. Parfois, il faut savoir rester un peu plus longtemps, voilà, travailler un petit peu plus. Et après, c'est une certaine satisfaction. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut se tuer à la tâche, bien entendu.
Mais voilà, faut un minimum de sérieux. Il faut pouvoir satisfaire les besoins du client et aussi respecter les délais comme on disait tout à l'heure. Bah, merci beaucoup Anaïs pour cet échange. Ben merci, merci à toi Laura. Merci pour votre écoute. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. Nous vous mettons toutes les ressources et informations dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans le Petit Plus.